Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour mes amis et bon dimanche. Alors je vais pas dire dimanche de rentrée, c'était plutôt dimanche dernier. Et tout le monde, la plupart d'entre nous et de ceux qui nous écoutent, se sont déjà mis bien au travail cette semaine. C'était une semaine bien chargée. Toujours est-il que je suis content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été, au moins un petit peu en vacances. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde, on va le comprendre dans une minute. Mais toujours est-il que voilà, c'est la rentrée, on est bourré d'énergie, on a envie d'en découdre et comme toutes les saisons, Ferniaud fait le marché est là pour vous parler de toute l'actualité, de ce qui se mange et ce qui se boit aussi, il n'y a pas de raison. En tout cas, de la gastronomie, de la bonne cuisine et de toute cette famille des chefs et des artisans des métiers de bouche. Alors, pour commencer cette saison et pour clore cet été qui a été riche en rebondissements positifs et négatifs, on va d'abord prendre des nouvelles d'un ami pour lequel on s'est beaucoup inquiété. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Cet ami, c'est un grand chef français, c'est Gilles Goujon. Bonjour Gilles. Bonjour Vincent. Bon, Gilles, une fois n'est pas coutume, j'aime pas trop tutoyer à l'antenne, mais on se connaît depuis tellement longtemps, et puis je crois que je fais partie des amis qui se sont drôlement inquiétés au vu des images de l'incendie terrible dans les Corbières, département de l'Aude, parce qu'il faut rappeler que les Corbières, c'est aussi un énorme massif forestier au cœur de l'Aude, et de mémoire, je crois qu'on est à plus de 15 000 hectares qui sont partis en fumée, 17 000, j'ai entendu dire parfois. Ouais, c'est 17-18 000, et puis il y a eu 5 000 15 jours avant, donc on est quasi à 25 000 hectares qui ont brûlé cette année. Donc c'est la catastrophe. C'est du jamais vu. Climatique est bien là, quoi. C'est du jamais vu. Et il faut rappeler que l'Aude, en dehors de ce massif forestier, et le nom de Corbières l'atteste, c'est aussi une terre viticole très impressionnante, qui a à la fois souffert des incendies, mais qui a été aussi une barrière de protection, une sorte de coupe-feu, les vignes. Ah, écoute, Vincent, si tu viens à la maison, alors autour de ma maison, tout est brûlé, tout est noir. Oui. Et il y a 2 carrés verts. Au milieu de ce truc de scène de guerre et 2 carrés verts, et c'est 2 vignes. Tiens donc. Toutes vertes. Eh ouais, ça c'est formidable. Il y a des vignes qui ont brûlé par ailleurs, mais ces 2-là, en tout cas, elles ont tenu le coup. Bon, elles ont tenu le coup comme la famille Goujon. Je le rappelle, la famille Goujon, le chef Gilles, avec qui on s'entretient à l'instant, mais aussi son épouse, Marie-Christine, qui tient un peu la baraque, heureusement. Et puis maintenant, les 2 fils, ça c'est là. Quand même, il faut bien le dire, c'est la joie pour un chef que d'avoir pour fils un cuisinier et un pâtissier qui ont rejoint le grand restaurant 3 étoiles, l'auberge du Vieux-Puy à Fonjoncouze. Qui sont plutôt bons. Oui, ils sont même... Comme on dit, tu sais, ici, on dit « ils m'espantent chaque jour ». Bon sang ne saurait mentir. Ça fait partie de ces grandes dynasties. Beaucoup de chance. Alors Gilles, pourquoi est-ce que je t'appelle pour prendre des nouvelles? Parce que on t'a vu évidemment sur les médias t'exprimer après ce cataclysmique incendie de forêt autour de chez toi. Il faut rappeler que Fonjoncouze est au milieu de ce massif des Corbières, collé sur la frange sud, on va dire, et autour, c'est une forêt. Alors c'est pas une forêt comme on l'imagine pour ceux qui n'y sont jamais allés. Ce n'est pas une forêt comme la chênaie de Tronchet. C'est pas des grands arbres verts, etc. C'est des garrigues avec des pins. Voilà, des garrigues et des pins, donc ultra inflammables. Tout a cramé. Et alors, comme tu le disais il y a un instant, par chance, ça s'est arrêté au bout du jardin. C'est exact. Ça s'est pas arrêté. Oui, Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a des hommes qui sont venus là, des pompiers qui sont venus, qui ont risqué leur vie et qui ont sauvé quasiment, j'allais dire, toutes les maisons. Je ne veux pas oublier, il y en a quelques-uns qui sont très embêtés à Jonquière dans les maisons brûlées, mais ils sont venus sauver les 95% des maisons pied à pied. C'est pour ça que le feu s'est arrêté à 2 mètres, mais en fait, c'est eux qui l'ont arrêté à 2 mètres. C'est ça qui est fantastique. Bon, alors il faut rendre hommage évidemment à tous ces pompiers, qu'ils soient professionnels, bénévoles, et tous ceux qui ne sont pas pompiers, qui ont quand même mis la main au seau d'eau, aux tuyaux, aux extincteurs, pour essayer de faire barrage à ce feu. Alors, c'est maintenant du passé, mais tu vis au milieu des stigmates de cet incendie.
comment est-ce que réagit aujourd'hui la clientèle ? Il faut bien le dire, un restaurant 3 étoiles au Guide Rouge, c'est le sommet de la gastronomie, c'est donc le sommet de l'art culinaire, et on s'attend pas du tout à cette expérience quand on a retenu souvent depuis des mois. On arrive, je suppose qu'il y a une empathie et une solidarité de la part de la clientèle. Vincent, tu peux pas t'imaginer, c'est incroyable. Incroyable, ça me touche beaucoup. Tous les jours, je suis ému. J'ai des clients qui devaient venir l'année prochaine, qui étaient déjà venus, qui avaient prévu de venir en novembre, qui ont gardé leur réservation en novembre, qui sont là dans le restaurant, qui étaient là hier soir, d'autres qui seront là demain. On a une solidarité, c'est incroyable. C'est donc des clients, souvent je dis les clients c'est des amis, mais là c'est des amis quoi. Hein. Ils viennent nous soutenir et ils nous le disent. Et ils arrivent, certains arrivent avec un olivier. C'est un petit olivier à planter. Ah oui, comme un signe de la renaissance. Un petit cadeau de renaissance. Ouais, j'ai une cliente hier et amie qui est arrivée avec un yucca bleu. Parce que ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau, donc on pourra le mettre sur nos terrains, où il n'y a pas trop d'eau. Il y a deux chênes verts qui sont arrivés. Donc c'est formidable. Donc on va faire un champ, une oliverie avec tous ces arbres. Je vais faire parce qu'il faut que ça ressemble un peu à un restaurant, des petites pancartes en porcelaine qu'on va planter au pied de l'arbre avec le nom de chacun. Génial. Et j'ai un olivier qui a brûlé. Écoute, cet olivier, il est fantastique. Il a repris déjà, j'ai déjà des pousses de 20 cm depuis 15 jours. C'est incroyable après le feu. Et donc cet olivier, on va l'enlever, on va le mettre à l'entrée de cette oliveraie pour qu'il y ait stigmate, pour qu'on se rappelle. Et derrière, il y aura ce champ, cette oliveraie. Le jardin des amis, quoi. Ouais. Des amis et clients, la Renaissance. Voilà. Formidable. Voilà, on va faire ça. Alors j'attends un peu parce qu'il en arrive tous les jours. Donc ne vous privez pas. Si vous voulez, venez avec. Venez avec votre pot de fleurs. La poste nous les livre. C'est merveilleux. Merci. Ça donne des idées de cadeaux pour Noël en plus, parce que pour tous ceux qui passeront par l'auberge du Vieux-Puy à Fonjoncousse. Gilles. Oui, on les plantera, tu sais quand ? À la Sainte-Catherine. Et voilà, parce que tout arbre prend racine. À la Sainte-Catherine. Oui, bien sûr. J'ai envie de sentir un peu l'ambiance. On sent qu'il y a une reprise, c'est fantastique, et on se sent boosté par sa clientèle qui suit le mouvement, ou même qui le précède parfois. Mais du point de vue des fournisseurs, je sais que toi, tu as... Alors, d'une part, tu te fournis chez Métro, qui est le partenaire de cette émission, et je sais que Pascal Pelletier, le DG, on s'est appelé souvent pendant l'incendie en disant « T'as des nouvelles de Gilles, t'as des nouvelles de Gilles ». Mais tu as aussi cette sourcing, cet approvisionnement dans le local, chez des fournisseurs locaux comme la ferme Carus, par exemple, pour tes œufs. Ils ont souffert, eux. La ferme Carus, non, ils tournaient le dos. Je sais parti de Ribotte, pas très loin d'eux, finalement. D'accord, oui. Mais le feu était dans le vent était dans le sens. Le vent soufflait dans le bon sens. Bon, d'accord. Écoute, au moins, pas pour moi. On est content pour. Non, oui. Et pour les autres, pour des petits maraîchers ou des gens qui te fournissent justement de l'huile d'olive ou d'autres produits. Alors, il y a quelques maraîchers, mais c'est pas trop dans le secteur où il n'y a pas eu trop de maraîchers. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup, par contre, beaucoup de vignerons. Ça, c'est des amis, ça, c'est des gens. Bien sûr. Tu sais, c'est la première économie d'ici, des Corbières et de l'Aude. Et eux, vraiment, ils ont beaucoup souffert. Quelques-uns qui ont tout perdu. D'autres qui ont perdu 80%, de 70%, mais qui ne vendangeront pas cette année. Et d'autres qui ne vendangeront pas avant 5 ans, parce qu'il n'y a plus rien, il faut qu'ils replantent. On va dire que l'appellation Corbière est sinistrée. Oui, l'appellation Corbière est sinistrée. Tu sais ce que je veux faire, et peut-être j'aurai besoin de toi. J'aimerais qu'on sorte une cuvée. Alors j'ai déjà annoncé un peu dans le coin, mais une cuvée Corbière avec tous les vignerons. Il faut que je trouve un graphiste qui veuille bien nous faire une étiquette pour les Corbières, avec un arbre ou une vigne brûlée, mais de l'autre côté qui repart, tu sais, la vie qui reprend, etc. Je vois, le vert au milieu du noir, quoi. Et je demande instamment à tous mes copains, tous mes collègues, tous mes amis restaurateurs, de mettre ce vin ou et d'autres vins des Corbières sur leur table. Il faut qu'il n'y ait pas un restaurant de France qui n'ait pas de Corbière. Il faut mettre du Corbière sur la table, il faut les aider. Parce que j'entends, on va faire une cagnotte, on va faire ci, on va faire ça. Mais je crois que dignement, le mieux, c'est que tout le monde vende du Corbière. Faire vivre l'appellation, quoi. Voilà, il y a déjà des vignerons qui offrent du raisin, qui n'ont pas été touchés, etc. Il faut que ça continue, cette chaîne-là. Et nous, chefs et restaurateurs, on peut aider que ça marche comme ça. C'est mieux, je pense que c'est mieux que de faire une cagnotte, parce que au moins ils sortent de là dignes, quoi. Il faut qu'on arrive à faire ça.
J'aime cet esprit conquérant et guerrier que tu cultives, hein, parce que si tu étais un chef dépressif, on pourrait s'inquiéter, mais là on voit que tu as envie d'aller de l'avant, de tourner le dos à ces événements terrifiants et de positiver. Je crois que c'est l'esprit qui préside dans la famille Goujon. De ce point de vue, tes fils en cuisine, Axel et Enzo... Si tu voyais Marie-Christine, c'est elle qui est la plus positive de la famille. C'est incroyable. Elle a le tempérament pour. Ouais. Nous, à un moment donné, c'est dans le trou. Elle, non. Allez, il faut y aller. Les enfants, machin, bouge tout le monde. Ouais. Donc voilà, on a du positif dans la famille, quoi. Voilà. Alors, on a encore une minute pour se donner faim. Quels vont être les plats de septembre un peu emblématiques qu'on va retrouver à l'auberge du Vieux-Puy? Qu'est-ce qui bosse tes fils? Alors là, c'est vraiment le tout début de la nouvelle carte sur laquelle on travaille, sur laquelle travaillent les gamins. La fin d'été, quoi, oui. Donc là, on est parti. On a fait des essais hier d'une bourrique d'anguilles avec une pomme de terre à la là, j'adore ça. Puis elle était bonne, un peu trop épaisse. Donc dans l'esprit d'une boulinade de rivière, quoi, un peu. Non, pas une boulinade, une bourride. Donc une bourride. Un peu plus épais, pas safrané. D'accord. Génial. Et toujours les classiques de la maison, les inchangeables. Hein, on fait un cendre sans mauvais jeu de mots. C'est ça. Un cendre sorti des cendres. Avec une tomate, parce que les tomates, c'est la fin de saison, mais elles sont fantastiques, les tomates de notre potager. Une tomate à la provençale, mais toute petite, bien confite, avec juste le dernier moment, une provençale qu'on passe à la salamandre, des coquillages, couteaux, et un petit jus à l'ail et persil comme ça. C'est fantastique, ça marche hyper bien. Tu m'as fait mal en voulant me faire du bien, là. Parce que c'est dimanche matin et j'ai faim. Merci beaucoup, Gilles. Écoute, on ne te souhaite que le meilleur, de reprendre le dessus sur la nature. D'ailleurs, la nature qui est si bien accompagnée par l'homme dans le département de l'Aude. Et je suis sûr qu'on s'appellera dans 6 mois et que ce sera de plus en plus loin, ce mauvais souvenir. Tu sais quoi, il faut qu'on soit battant, courageux et résilient. Parce que la nature est résiliente et beaucoup plus que nous. C'est incroyable de voir déjà des pousses vertes à droite, à gauche. Bien sûr. Alors qu'il y a très peu plus. Voilà, moi je suis admiratif et je me dis qu'il faut qu'on soit au moins à la hauteur. Goujon, le phénix des Corbières. Merci, chef. Tout le monde t'embrasse, je suis sûr, ceux qui nous écoutent ce matin. Et à très vite. Également. Allez, les amis, on continue avec un autre événement un peu triste des vacances, mais vous allez voir, là aussi, il y a de la renaissance dans l'air. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. C'est une émission inifugée ce matin. Oui, enfin bon, je fais une petite plaisanterie, mais le cœur n'était pas à rire au moment où le feu faisait des dégâts. Alors à l'instant, on était avec Gilles Goujon du restaurant L'Auberge du Vieux-Puy, 3 étoiles Michelin, du Vieux-Puy, 3 étoiles Michelin à Fonjoncousse dans les Corbières. Vous savez que les Corbières ont tellement souffert, mais il n'y a pas que les Corbières qui ont souffert du feu. On va immédiatement s'intéresser à une autre aventure qui se finit bien, enfin pour l'instant en tout cas. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je suis en ligne avec Véronique Jourdain-Rumé. Bonjour Véronique. Bonjour Vincent. Véronique, on s'était parlé il y a un peu plus d'1 an et demi, je crois, 1 an et demi, peut-être quelque chose comme ça, de votre entreprise, les savouristes, parce que je m'intéresse toujours au milieu des différents métiers de bouche qui nous occupent ici dans Ferniaud fait le marché. Je m'occupe beaucoup des traiteurs, que je trouve une profession merveilleuse. Et quand je parle de traiteurs, hein, il y a on va dire qu'il y a 2 versants à la montagne. Il y a les traiteurs d'événements et puis il y a les charcutiers traiteurs. Qui font un peu le même travail, mais pas à la même échelle, souvent. Voilà. Tout à fait. Puisque les charcutiers traiteurs, généralement, c'est dans une boutique, alors que les traiteurs événementiels ont une distribution plus large. Alors, Véronique, donc, on s'était parlé à l'époque d'un trophée que vous aviez remporté avec les savouristes. Exactement, en 2003, lorsque j'ai remporté le premier titre de championne de France de planche apéritive. Voilà, exactement. De planche apéritive, ouais. Et ça, c'est un truc qui fonctionne formidablement. Et vous avez créé, à la suite de ça, avec les savouristes, toute une gamme de planches et box, on peut dire. En fait, en tout cas, du livrable. Exactement.
En fait, l'idée, c'était de pouvoir allier le beau et le bon sur une planche ou dans une box et pouvoir réunir tout le monde autour, autour d'un objet qui puisse être dégusté par tout le monde. Et bon, ça fonctionnait. Alors, et j'en suis désolé, mais je dois rappeler l'événement terrible qui vous a frappé. Vous, entrepreneur, hein, je dirais pas dans votre chair directement, mais dans votre chair entrepreneuriale, c'est l'incendie de votre laboratoire de production. Exactement. Rappelez-nous les faits. En fait, on était bien évidemment en pleine activité, donc énormément de travail. Énormément d'heures, ça vous en doutez, mais bon, je ne vais pas vous expliquer le métier. Vous pouvez toujours, hein, pour ceux qui nous écoutent, parce que moi je connais, mais le travail du traiteur, c'est en fait de la cuisine, mais pour A pour B. C'est-à-dire on fabrique un jour, mais on sert les jours suivants. Donc c'est particulier par rapport au restaurant. Exactement. On est effectivement en amont par rapport à l'événement. Et donc là, c'est exactement le cas, puisque le lendemain, nous avions une très très belle soirée sur une thématique espagnole pour une fois. Et donc, grosse production sur la semaine. Le jeudi soir, on se quitte toutes les quatre sans aucun problème. Content et rassuré sur la marche des événements, oui. Exactement. Et le vendredi matin, à 6h30, réveillé, plus... on sonne à la porte pour nous signaler que le laboratoire est en flammes. Et là, on ne comprend pas. Il est en Île-de-France, votre laboratoire, hein? Oui, nous sommes à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. Bien sûr, d'accord. Et là, vous êtes réveillé comme par un cauchemar, quoi. Là, vous rentrez dans le cauchemar. C'est exactement ça. Sur le coup, j'ai du mal à comprendre, parce que c'est notre voisin, en fait, qui est venu... sonner à la porte, et j'ai du mal à comprendre ce qu'il me dit. Comme dans un film, vous savez, où tout s'arrête d'un seul coup. Oui, c'est ça. Ralenti, jusqu'au moment où je regarde mon mari, je lui dis « Dépêche-toi, le labo est en feu ». Et là, d'un seul coup, tout va vite. Bien évidemment, on saute dans le jean, on saute dans les baskets, on va vite au labo, et là, 3 camions de pompiers, la grande échelle, la police... Et toute l'œuvre de votre vie, en fait. L'œuvre de votre vie qui part en fumée, il faut le dire. C'est exactement ça. C'est votre ouvrage. Un tout petit bonheur, j'ai envie de dire, pas vraiment un bonheur, mais en tout cas quelque chose de rassurant dans ce malheur. Pas de dégâts humains. Non, que du matériel. Que du matériel. Du matériel. Non, c'était notre inquiétude, parce qu'au-dessus du laboratoire, il y avait un appartement avec une maman et des enfants. Et effectivement, quand on les a vus dehors... moi, je suis allée tout de suite vers elle parce que voilà, c'était normal. Et non, il n'y avait rien. Il n'y a eu aucune perte humaine, heureusement. Dans notre malheur, heureusement. Je dirais, quand on est indépendant, qu'on possède son entreprise, petite ou moyenne entreprise, les locaux professionnels qui brûlent, c'est à la fois comme si on avait sa maison, parce qu'on l'a bâtie de toutes pièces, et ses moyens de subsistance qui partent en fumée. Hein? Tout à fait. C'est un peu la double peine. C'est la double peine, et en fait, on perd tout sur 48 heures. Sur 24 heures, entre le jour où il y a eu le feu et le lendemain, quand tout a été coupé. Mais il y a tout, tous nos souvenirs, tous nos moments joyeux, nos moments moins joyeux, parce que de temps en temps, il y a des moments où ça peut stresser, ça peut faire pleurer, mais il y a beaucoup de gaieté dans notre entreprise, donc ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre. J'ai eu envie de vous passer ce coup de fil parce que j'ai été touché par non seulement par l'accident qui vous a mis à terre, votre mari et vous, vos employés, mais ce qui m'a éveillé je dirais la curiosité et l'appétit, j'ai presque envie de dire, de vous parler, c'est l'élan de solidarité de vos clients et des gens qui ont eu vent. Parce que c'est ça la belle histoire, c'est que derrière, ça s'est bougé. En fait, c'est juste irréaliste. On n'a pas conscience quand on travaille comme on l'est à faire des heures, que derrière, en fait, nos clients nous soutiennent, que les pouvoirs publics nous soutiennent, parce que la mairie nous a soutenus, le GPSA nous a soutenus, parce que c'est aussi grâce à eux, à ces gens-là que nous sommes aujourd'hui sur pied. Mais effectivement, cet élan de générosité, d'amour, de bienveillance qu'on a pu avoir de la part de nos clients, ça dépasse l'entendement. Enfin,
fois, honnêtement, on s'y attendait pas du tout. Oui, parce que vous dites, enfin, je dirais naïvement, on se dit toujours, quand on vend quelque chose à des gens qui achètent, ça n'est qu'une relation commerciale. Et on n'imagine pas qu'il y a de l'affection et de l'intuitu personnel derrière ça. Exactement. Alors, je pense que ça vient aussi du fait que on reçoit nos clients comme des membres de notre famille, comme des amis, et je pense qu'ils le ressentent de cette façon. On fait que ce soit Elsa, Lucie, mon mari ou moi, on reçoit nos clients exactement de la même façon, avec le même sourire, avec le même humour, et on met tellement de passion dans ce que nous faisons que le résultat est là en fait. Cet élan de solidarité, je pense qu'il est venu grâce à ça. Ouais, vous êtes un peu une barrière contre l'intelligence artificielle, vous, hein, c'est tout dans l'humain. Complètement. D'ailleurs, si ça n'avait pas été le cas, je pense pas que l'IA vous aurait beaucoup aidé à remettre votre entreprise sur pied. Hein. Non, je crois pas, malheureusement. Mais bon, c'est vrai que on a cette chance d'être épargné par l'IA dans notre métier, donc c'est bien. On a encore les mains. Encore aujourd'hui. Ouais, vous savez qu'il y a déjà des entreprises concurrentes qui travaillent avec des recettes faites par l'IA maintenant. Hein. Ça va vite, hein. Mais c'est normal. Il faut s'y préparer plutôt que de le redouter. Je crois qu'il faut accompagner l'intelligence artificielle avec nos intelligences naturelles. Ou moi je dis parfois même nos conneries naturelles, ça aide à lutter contre l'intelligence artificielle. Véronique, en un mot, où en sont les savouristes aujourd'hui, votre entreprise? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à la rentrée 2025 là? Alors, contrairement à M. Goujon, c'est vrai que nos clients nous ont demandé de faire une cagnotte. Donc c'est notre fils qui s'en est occupé. Et on en est vraiment très très heureux parce que ça va grandement nous aider, parce que bien évidemment ça c'est une petite parenthèse très mal assurée, donc je vais passer les détails, mais c'est compliqué. Donc la mairie de Sucy et donc le GPSEA nous ont donné la possibilité de pouvoir nous installer dans un local. Alors un local de transition, on peut dire. Exactement. Un local de transition. Donc on a bien évidemment un espace qui est extraordinaire pour travailler. On a signé notre bail le 25 août. On recommence tout doucement. Nous allons faire dans quelques jours tout premier événement qui était avant le feu. Qu'est-ce que c'est? Donc, alors on a une soirée pour un hôpital qui est local. D'accord. On a des anniversaires. On a une réunion pour une entreprise. Disons que le carnet de commandes ne s'est pas vidé. C'est l'outil de production qui va essayer de rattraper la vitesse de la commande. Alors. On a bien évidemment, on n'a pas pu honorer nos événements de juillet et d'août, mais ceux de septembre, on voulait vraiment être là et faire en sorte que nos clients nous retrouvent. Et donc voilà, ça va pouvoir se faire. Ça me fait plaisir, voilà, parce que ça sent la rentrée, mais ça sent la bonne rentrée. On se dit qu'on est sur une bonne piste. Véronique, encore un mot. Vous avez un site, j'imagine, un site web. Un site web, www.lessavouristes.fr. Voilà, je vous invite, si vous êtes on va dire dans l'Est, le large Est, Sud-Est de l'Île-de-France, à aller visiter le site, si vous avez même des fêtes de famille. Hein. Ils prennent tout. On prend tout. Ah oui. Les Jourdains, ils prennent tout, là. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle saison. Je prendrai de vos nouvelles au printemps, pour voir si vous avez récupéré le rythme de croisière. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Allez, on reste ensemble pour découvrir un peu du nouveau programme de la rentrée. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mesdames et messieurs, nous allons continuer le programme de rentrée. Il est bien chargé, et notamment dans la capitale, à Paris, où va se tenir le Forum de France de l'alimentation. C'est pas rien, et puis c'est pratiquement toute la semaine. Donc je vous dis pas tout ce qui va se dire, se montrer, s'entendre aussi, parce que c'est avant tout un grand colloque où les gens viennent débattre, chercher des idées. C'est un peu un think tank sur le terrain, voilà, va-t-on dire. Et j'ai avec moi en ligne ce matin un homme qui est à la manœuvre depuis un bout de temps pour la gastronomie française, mais là particulièrement cette semaine. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Guillaume Gomez. Bonjour Vincent Ferniaud. Guillaume Gomez, je le rappelle, ancien chef de l'Élysée, devenu ambassadeur pour la gastronomie, représentant du président de la République, on va dire une sorte d'ambassadeur de tout ce qui se mange en France à travers le monde. On peut dire ça, Guillaume?
Oui, alors pas seulement ce qui se mange, puisque ça va du travail des sols, donc ce qui se fait, ce qui se produit, ce qui se transforme, ce qui se déplace, et après comment est-ce que ça va, puisqu'on va du travail des sols jusqu'à la méthanisation des déchets. Et ben voilà, oui, alors là c'est toute la filière, en un seul homme. Pas en un seul homme, mais en tout cas j'essaye de soutenir toutes celles et ceux qui font. Guillaume Gomez commence demain lundi à Paris, au Trocadéro, c'est ça ? Alors non, pas seulement au Trocadéro, il y a un temps fort qui est le village de la gastronomie au Trocadéro, qui sera de jeudi à dimanche, mais dans beaucoup de lieux sur Paris. Des colloques, quoi, oui, des tables rondes. Des colloques, la Maison des maîtres cuisiniers de France, l'école Médéric, l'Institut de la Marine aux Invalides, ainsi de suite, et beaucoup de lieux où on va parler alimentation, gastronomie, mais pas seulement, on va parler de l'impact social et environnemental de notre alimentation. Alors, c'est la deuxième édition. Qu'est-ce que c'est qu'un forum, justement ? Là, vous venez de décrire un peu le menu. C'est quoi un forum ? C'est fait juste pour parler et écouter ? Ou est-ce qu'il y a de la démo ? Est-ce qu'il y a des ateliers ? Il y a un peu de tout. Vous devez bien sûr écouter, entendre, peut-être apprendre des choses, mais aussi faire. Je l'entendais, vous parliez du think tank. C'est un think tank do tank, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes un acteur et partie prenante de l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. Sur le plan national, bien sûr, régional, dans nos territoires, mais aussi international. Donc la volonté du président de la République, lorsqu'il lance ce Forum de France il y a 2 ans, là c'est la 2e édition, c'est de se dire, une fois tous les 2 ans, en France, non pas amener une hégémonie de la gastronomie française, mais de se dire que les outils qui peuvent fonctionner pour nous, peuvent fonctionner pour d'autres, on a besoin de se nourrir, c'est le cas de le dire, tous ensemble, des bonnes pratiques. Donc, pendant cette semaine, il y aura aussi bien des démonstrations, aussi bien des cours en fonction, des conférences, plus de 70 conférences sur le volet alimentaire. Et vous venez surtout à la rencontre de celles et ceux qui font dans nos territoires, que ce soit les associations, bien sûr, de chefs, mais avec des producteurs, et puis des acteurs de chaque gastronomie, puisque pendant le fabuleux village international, vous avez près de 70 pays qui sont présents, et donc vous allez à la découverte des cultures alimentaires de différents pays, avec le volet... on a un gros travail à faire avec la marine pendant ce forum, avec le volet justement de l'importance de notre alimentation. Pour cela, un volet diplomatique, bien évidemment, avec le Quai d'Orsay, nous ouvrons la séquence par un volet diplomatique culinaire, avec des tables rondes et des conférences autour de ce qu'on appelle en bon français le soft power, puisque l'on peut faire rayonner nos pays, nos cultures, nos valeurs à travers notre gastronomie. Qui est une force chez nous. Voilà, et être à l'écoute aussi de toutes celles et ceux qui ont les idées de demain, avec le volet éducation à l'alimentation, le volet de lutte contre l'obésité. Je rappelle quelques chiffres, 18% des moins de 21 ans en France sont obèses. C'est un vrai enjeu de société et ça passera par notre alimentation. Donc l'idée de ce forum, c'est pas d'arriver et de donner des leçons, c'est de donner un constat, déjà, de ce qu'est aujourd'hui l'alimentation en France et à l'international, et de travailler avec, une fois de plus, celles et ceux qui ont envie de changer les choses, celles et ceux qui ont envie de faire, et celles et ceux qui font déjà, pour partager les bonnes pratiques, comment une bonne pratique agricole peut servir une bonne pratique de transformateur, peut servir une bonne pratique de consommateur, et tout simplement réfléchir à l'impact, je l'ai dit, environnemental, sociétal, de notre alimentation, en gardant bien sûr la notion de ce qu'elle doit être, c'est-à-dire avant tout de la gourmandise et du plaisir. Guillaume Gomez, réunir autant de gastronomie, parce qu'il y a une foule de gastronomie dans le monde entier, des cultures à table. Alors, notre culture du repas français, elle a été versée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça, c'est une belle reconnaissance. Mais vouloir réunir tous ces pays, toutes ces cultures si différentes à table, sous l'égide de la France, c'est aussi essayer de redorer un petit peu le blason de cette cuisine française qui a été tellement malmenée par les guides, par les journalistes du monde entier ? Disons que c'est une volonté, celle du président de la République, d'avancer et de se dire que, bien évidemment, on est peut-être malmené, du moins challengé, et que c'est très bien, parce qu'après tout, il faut être challengé, et que quand vous discutez avec notamment les grands artisans, les grands chefs, les grands pâtissiers du monde entier, ils vous le disent, il y a une fibre française dans tout ce qu'ils font. Ils ont soit à un moment rencontré des grands chefs, soit ils sont venus apprendre en France, soit ils ont... Enseignement, transmission, quoi. Exactement, soit ils ont en objectif et en vue de se rapprocher de ce modèle français. Quand vous parlez avec un vigneron, il y a du très bon vin partout dans le monde, il vous dit quand même que pour lui, les meilleurs vins sont les vins français. Donc, et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des très belles gastronomies avec des cultures différentes. Et le biais justement un peu différenciant, c'est aussi ce travail qui est fait avec l'UNESCO,
de cette reconnaissance. Et l'UNESCO a reconnu plusieurs gastronomies, pas juste la gastronomie française. Ouais. Et l'idée de ce forum, c'est ça. C'est de dire, écoutez, c'est pas de savoir aujourd'hui qui est le plus beau, qui est le meilleur, qui est le plus fort. C'est de se dire ensemble, on doit changer des choses sur notre alimentation. On parle depuis quelques années de souveraineté alimentaire. J'ai souvent l'occasion de le dire. À quel moment est-ce qu'on a oublié ça? Après, respirer, c'est notre besoin le plus vital. Donc, mais c'est le porte-monnaie qui parle. Au moment où on arrête le Covid, c'est le porte-monnaie des consommateurs qui parle. Mais ça ne peut pas être que ce biais-là, de faire croire aux gens que l'alimentation, ça ne coûte rien. On sait que c'est faux. Ça a un impact sur notre santé et sur l'environnement ou sur le producteur. Regardez, excusez-moi, la rentrée avec un grand distributeur discount qui vend la baguette autour de 23 centimes. Ça fait ça au 28. C'est terrifiant. Voilà, c'est terrifiant. Et je pense à notre ami Dominique Enract, le président de la Confédération de la boulangerie. Il doit s'arracher les cheveux. Ça omelette. Avec qui nous avons porté justement les savoir-faire de la baguette à l'UNESCO. Savoir-faire de la baguette, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est avant tout le travail des sols avec les semenciers, avec des blés anciens, des blés reconnus, des blés qui sont travaillés pour leur valeur nutritive. Bien sûr. Le travail très important des meuniers et jusqu'au travail des artisans, des boulangers et bien sûr celui du consommateur qui doit aujourd'hui, encore plus qu'hier, être un consommateur et montrer que l'importance qu'il accorde à son alimentation, par la gourmandise bien sûr, mais c'est avant tout un choix qu'il fait. Un choix de maintenir une certaine alimentation, de maintenir un certain savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et ce forum, il a pour but, tout simplement, d'éveiller, pas de donner des leçons, d'éveiller et de mettre en lien des gens qui ont besoin de parler, de se rencontrer, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Oui, et puis de réunir tous ceux qui ont de la bonne volonté, des hommes et des femmes de bonne volonté. Guillaume Gomez, un mot, vous êtes meilleur ouvrier de France, vous-même, meilleur ouvrier de France cuisine. C'est un diplôme sous l'égide de l'Éducation nationale qui récompense toutes sortes d'artisanats, dont les cuisiniers et beaucoup de métiers de bouche. 190 métiers. Est-ce que ça garde un prestige d'être MOF pour l'étranger, pour quelles que soient les cuisines du monde qui viennent, ce col bleu blanc rouge, est-ce qu'il a encore un prestige important? Bien évidemment, d'autant plus dans les métiers de bouche. C'est-à-dire que j'en parle très souvent avec mes confrères meilleurs ouvriers de France. Ils n'ont pas peut-être cette reconnaissance quand vous êtes un artisan dans un différent métier. Le côté français, le côté reconnaissance, bien évidemment, est important, mais le côté français l'est moins. Alors que cette hégémonie naturelle de la gastronomie, quand vous êtes pâtissier, chocolatier, poissonnier, cuisinier, maître d'hôtel, les arts de la table, les services, quand vous arrivez avec un col bleu blanc rouge, eux, ils savent que c'est ce qu'ils veulent. Quand je suis très souvent à l'international dans les différents salons, avec le CIRA notamment, avec les différents salons qui peuvent s'opérer à l'international de Coupe du Monde de pâtisserie, de Coupe du Monde de cuisine, vous voyez bien que le col bleu blanc rouge, grâce à monsieur Paul Bocuse, grâce à Joël Robuchon et grâce à plein d'autres chefs, continue de faire rêver parce que la France fait rêver. Nous sommes la première destination touristique au monde et 7 touristes sur 10 disent venir pour un moment de gourmandise, que ce soit un morceau de camembert, une bonne pomme du Val-de-Loire ou une coupe de champagne ou du vin ou peu importe, mais une spécialité territoriale qui fait notre renommée à travers le monde. Donc la France, c'est ça, et ça passe bien sûr par ces concours et par cette reconnaissance. Et c'est vrai que les meilleurs ouvriers de France donnent aussi de leur temps pour transmettre et sont très présents dans ces missions de transmission que peuvent être les salons ou les différents forums à travers le monde. Un dernier message pour ceux qui nous écoutent ce matin, Guillaume Gomez, c'est un forum qui n'est ouvert qu'aux professionnels ou si on est dans le grand public, si on est amateur, on peut venir? Il y a des séquences qui sont pour les professionnels, qui sont dédiées... Des tables rondes, quoi, on va dire, grosso modo. Des tables rondes, sur certaines conférences qu'on pourra suivre aussi. Mais parlons du village, alors. Le village de la gastronomie, il est ouvert au grand public, avec un modèle économique, avec un petit ticket d'entrée, puis après vous consommez... Face à la Tour Eiffel, c'est ça? Face à la Tour Eiffel, au pied de la Tour Eiffel, avec des dégustations gratuites, avec des séquences différentes. Non, c'est ouvert au grand public. Et jusqu'au 14, toute la semaine, quoi. Toute la semaine et jusqu'au dimanche. Et il y aura surtout un travail qui sera fait de remise de rapports au président de la République sur quelles sont les tendances, quelles sont les attentes et quels sont les besoins. Merci Guillaume Gomez, vous êtes dans les starting blocks. Demain, c'est parti, vous allez avoir une semaine d'enfer et on vous demandera peut-être des nouvelles dimanche prochain, de savoir comment ça s'est passé. Avec plaisir, on espère vous voir, cher Vincent. Oh là oui, ça, je crois que tout le monde qui s'intéresse à la cuisine, à la gastronomie est un peu d'astreinte cette semaine pour
pour venir faire... Sur la dernière édition, sur 3 jours seulement, nous avions près de 50 000 personnes sur 3 jours. Donc là, on espère un beau succès. Il faut battre le record. Dédié à notre alimentation. Merci Guillaume Gomez. Je vous souhaite une belle semaine gourmande au Forum de France de l'alimentation. Et nous, on va poursuivre avec un autre événement dont Sud Radio est partenaire. Je vous en dis plus dans une minute. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Je vous l'ai promis, un bel événement qui se tient aujourd'hui même. Ça a déjà démarré depuis ce matin. Je ne sais pas parce que j'ai pas de duplex, je n'ai pas de reporter sur place. Est-ce que l'équipe de radio de Sud Radio a déjà de la casse? Est-ce qu'il y a déjà des... J'espère pas. Hein. Non, c'est quand même très amical. Le trophée des restaurateurs, c'est quoi? C'est des restaurateurs et d'autres qui jouent au rugby à 5. On va découvrir ça ensemble. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et puisqu'on parle des restaurateurs, il y a évidemment un parrain de l'événement, de ce trophée des restaurateurs en rugby à 5 sur le stade Jules Ladoumègue de Massy, une belle équipe de rugby Massy. C'est Michel Gineston qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Vincent. Merci de nous accompagner sur le terrain, j'ai envie de dire, parce que c'est du rugby, mais c'est aussi de quoi se régaler, hein, le trophée des restaurateurs. Oui, tout à fait. Cette année, on a innové un petit peu plus dans le tournoi qui est organisé par Michel Davigne, en présentant un buffet gourmand aussi, en plus du tournoi de rugby. C'est la troisième mi-temps, hein, dites donc. C'est important au rugby quand même, hein. Oui, moment... c'est juste ce petit partage, je veux dire, le partage du terrain et du bien manger et de boire un petit verre. Alors, Michel Gineston, je vous présente d'abord, hein, parce que vous êtes un acteur essentiel de la cuisine de Rungis, du marché international de Rungis. Quand je vous entends parler avec ce petit accent que vous avez un peu perdu, hein, et puis votre nom, Gineston, ça sent quand même du côté de l'Aveyron, non ? Tout à fait. À quelques kilomètres de l'Aïol, on va dire. D'ailleurs, un petit village qui s'appelle Montézic. Ah bah voilà. Alors bon, vous êtes sur l'Aubrac. Et d'ailleurs, je crois que le pavillon de la Triperie, où est votre restaurant Le Vauquitette, est rue de l'Aubrac, justement, non? Tout à fait. Oui. Ah bon, alors. C'était un signe, mais sûrement, c'est super cohérent. Alors, le Vauquitette, c'est une institution du marché de Rungis, parce que, comme je le disais, vous êtes dans le pavillon de la Triperie, une profession qui est bien malmenée. Hein. On est encore content qu'il y ait de la triperie en France, c'est presque un particularisme français. Et puis, c'est un peu l'héritage, le Vauquitette, de ces grands restaurants où se retrouvaient les chevillards le matin. Les chevillards, alors, pour ceux qui nous écoutent, c'était le nom des grossistes en viande, mais qui avaient le droit d'abattre à l'époque. Hein. Alors, ils sont maintenant commerçants plus que abatteurs, mais ça reste l'esprit chevillard au Vauquitette. Oui, tout à fait. Dire que nous, on a un restaurant un petit peu atypique, qui est déjà dans le pavillon de la Triperie. Il faut déjà rentrer. Ah oui, il faut déjà y aller. Hein. Il faut rentrer dans le frigo. Et on découvre le Vauquitette. Et on a la typicité, c'est qu'on est ouvert de minuit à 15h, même 18h. Ah, ça c'est... Et notre cuisine est ouverte de minuit à 15h. Ce qui nous permet de nourrir un petit peu toutes ces personnes-là que vous nous citez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'heure pour déguster. Il n'y a pas d'heure pour en manger. Alors le Vauquitette, ça fait référence évidemment au veau élevé sous la mer, hein, qui est quand même la plus belle forme de viande que l'on puisse trouver à Rungis. Et après, il y a les produits trépieds. Aujourd'hui, il faut juste les remettre en valeur. Ouais. Nous, au Vauquitette, aujourd'hui, on est très, très, très contents de notre clientèle. On a des gens qui viennent là, c'est pour manger des riz de veau, pour manger des rognons, pour manger une tête de veau. De plus en plus, je fais sur commande, de plus en plus de gens qui m'appellent parce que je fais des têtes de veau entières sur l'os. Ouais. Formidable. Que je débite sur table, sur un bio. Mais c'est juste de mettre ces produits en valeur, je pense. Non, mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand on va dans un marché de gros comme Rungis, qui est quand même quelque chose de très vivant toute la nuit, enfin en tout cas la deuxième partie de nuit et la matinée, c'est que les gens qui vont se restaurer, ils ont quelques heures de travail dans les pattes. Donc, pour les touristes
qui passent, ils les voient se manger une entrecôte, une tête de veau, des riz de veau aux morilles, ça peut choquer à 6 heures du matin. Mais pour quelqu'un qui a commencé sa journée à 2 du mat, c'est même salutaire. Mais on va dire que c'est le décalage horaire qui fait cette différence. C'est-à-dire que pour certains, c'est un dîner, quand il est 8 heures du matin. Ouais. Ils ont commencé leur journée à minuit. Bah oui, c'est ça. Ils ont la dalle. Ouais, et ce décalage. Mais après, je pense que c'est aussi la notoriété un petit peu, entre guillemets, de ce qu'on fait au Bouquet-Tête. Ça fait 8 ans que j'ai repris cette affaire-là. Et 8 ans que j'ai une équipe de travail qui est la même. Ouais, puis des furieux, parce qu'il faut y aller, il faut tenir le rythme la nuit. Hein. C'est Vincent, votre chef, c'est ça? Oui, Vincent Clunier qui est mon chef. C'est ça. Et mon équipe de travail qui est la même. Et je pense que les lieux, ils se font avec un patron, ou des patrons, une équipe de travail, et des clients fidèles. Et une ambiance, c'est sûr. Alors, moi, j'invite ceux qui peuvent passer sur un restaurant comme ça en fin de nuit, c'est formidable. Hein, c'est vraiment l'ambiance presque qu'on trouvait à la Villette il y a 100 ans, quoi. Hein, c'est un petit peu, comme je dis, ça reste encore un petit peu Rungis pour moi, où ce bistrot reste encore un petit village gaulois, un petit peu. C'est ça, avec un petit... gaulois, mais qui est vraiment bien, parce qu'il y a un côté familier que moi, j'aime travailler. Ouais. Et on va dire que... tous mes clients, quelque part, je connais leur prénom, voire leur surnom. C'est ça. Et la table qu'ils aiment où s'asseoir. Bon, alors d'ailleurs, je tiens à signaler qu'une de vos spécialités, c'est évidemment l'onglet à l'échalote. Ça n'est pas un hasard. Hein. Pour beaucoup, l'onglet est une viande rouge, alors sauce à l'échalote avec des frites, je crois que c'est comme ça que vous le préparez, mais... Il faut rappeler que l'onglet est aussi un morceau tripier, parce que c'est un morceau de l'intérieur de la carcasse, c'est un morceau de muscle de l'intérieur. Ça fait partie du 5e quartier, comme ils disent. Ouais, et ça, c'est la particularité de l'onglet ou de la hampe, par exemple, qui sont à la fois des muscles, donc du steak, on peut dire, mais... avec ce petit côté tripier qu'on aime bien. C'est cette mâche un peu filandreuse qui est très agréable à manger. Et surtout l'onglet de veau, quand on en a, c'est merveilleux. Bon, on a des pains, donc ça, je suis sûr qu'on a donné envie à plein de monde d'aller goûter le veau qui tête, la tête de veau évidemment, à 8 h du matin, il n'y a pas mieux, avec une bonne sauce ravigote. Et parlons un petit peu du village gourmand, alors sur l'événement sur le stade Ladoumègue aujourd'hui à Massy, où vous êtes en train de vous mettre en place. Qu'est-ce qu'on va pouvoir déguster au village gourmand? Je pense que c'est par rapport à des fournisseurs un petit peu de Rungis qui ont été des partenaires. D'accord. Ça va être de la viande rouge, ça va être du fromage, ça va être des fruits et légumes, ça va être de la charcuterie, avec des partenaires qui adhèrent au tournoi. Ben, alors, on a une équipe de Sud Radio, je disais, qui est peut-être déjà sur le terrain, là. On leur souhaite le meilleur, parce qu'il y a des réalisateurs de chez nous, des jeunes. Moi qui ai fait partie de l'équipe de France Télévisions à une époque de rugby, bon, j'ai plus l'âge, j'ai pas envie de me casser, mais nous... Ah ouais, enfin quand même, le rugby, faut de l'engagement, sinon c'est pas du rugby. Ouais, c'est du rugby à 5. Oui, c'est vrai que... Ouais, mais alors, du coup, il faut la condition physique, parce qu'au rugby à 5, on court beaucoup plus qu'au rugby à 15, Oui, on va très rarement à terre. C'est ça. Il faut courir, il faut échapper. C'est presque comme le, comment s'appelle le flag football aux États-Unis quand on est jeune et on donne pas de coups, mais il faut esquiver. On rafute, on esquive. Enfin bon, c'est un sport magnifique qu'on a découvert d'ailleurs aux Jeux Olympiques. Le rugby à 5 avec Antoine Dupont. Aujourd'hui. Jusqu'à ce soir, on pourra déguster vos spécialités alors qui seront sur le village gourmand après avec et nos partenaires qui adhèrent au trophée. Oui. Qui adhèrent au trophée, comme ça vous vous sentirez moins seul. Et avec tout le travail de Michel Lavigne qui a quand même participé, qui a été chercher des partenaires, la Maison Ricard et d'autres partenaires que le Delas. Et tous les restaurateurs aussi qui mettent de leur volonté, on va dire. Et Sud Radio, puisqu'on couvre l'événement. C'est normal. En plus, il y a une équipe de Sud Radio. On est la même poule. On est la radio du rugby. Il faut tenir sa place, tenir son rang. Oui. Michel Gineston, et chez vous, on goûtera quoi sur votre stand, à vous? Alors nous, c'est des stands un petit peu. Dire que nous, on va présenter de l'entrecôte.
Ah bah très bien. Ouais, avec un ami Julien qui est partenaire aussi, et on sera en plaisir de découvrir et de vous faire goûter l'entrecôte. Eh ben voilà, bah, ça donne envie. Même si vous n'êtes pas très fan de rugby, moi je pense que rien que pour se casser la croûte entre collègues, ça sera très sympa sur le stade Jules Ladoumègue à Massy, en Essonne. Voilà. Merci beaucoup, Michel Gineston, d'avoir été avec nous ce matin. Au plaisir. J'espère, mes bons amis, qu'on vous a donné sacrément envie de rentrer, envie de déguster. On a pas mal dégusté déjà ce matin. À partir de la semaine prochaine, une nouvelle rubrique dans Ferniaud fait le marché, une recette à la fin de l'émission, une recette avec un chef différent chaque semaine. Ah oui, je vous le promets. Le temps de mettre au point, parce que je sais pas cuisiner, il faut que j'apprenne d'ici la semaine prochaine, et on le fera ensemble. On se retrouve avec le journal, ça court, le temps court dans quelques minutes, et puis après vous retrouverez les best-of, comme on dit, les meilleurs des chevaliers du fiel. On va se marrer, parce que franchement, entre copains, se marrer autour d'une table, quoi de mieux? Sud Radio. Allez, à la semaine prochaine. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.